Alors comment je fais avec tous ces micros là? Ah oui, j'enlève celui-là. Bon. Merci beaucoup. Michel Jarty, on a maintenant du temps pour le débat, la discussion. Voilà. J'ai beaucoup coupé. Je voulais poser une question à Michel Jarty en le remerciant d'avoir présenté des cas de figure d'antidéréfusards au fond assez complexes. Dans la réaction de Gide, je voulais savoir si la façon dont Gide a entretenu des relations à ce moment-là avec les naturistes, le petit groupe des naturistes, c'est-à-dire Maurice Leblond, dont la descendante est à mes côtés à l'instant, et Saint-Georges Bouélier, est-ce que ce conflit entre Gide et les naturistes a joué dans sa position? Non, à mon avis, non. Je crois que la position de Gide, finalement, c'est une position qui est, je dirais, religieuse. Hein. C'est ce que j'ai essayé de te montrer tout à l'heure. Et alors, ce qui me paraît important, c'est l'ambivalence de cette position, si vous voulez. Est-ce que c'est une position qui est une position en quelque sorte identitaire, hein, un réflexe en quelque sorte d'autodéfense, une attitude donc tournée vers soi-même, ou bien si c'est une ouverture vers l'autre. Et alors, c'est une question vraiment autour de laquelle il est très difficile au sujet de laquelle il est très difficile de formuler une réponse véritable. Mais en réalité, il me semble, si vous voulez, que les hésitations dont Gide fait preuve après avoir signé cette protestation sont telles qu'en réalité, il me semble que le réflexe d'autodéfense est peut-être tout de même une interprétation qu'il faut faire valoir davantage qu'on ne l'a fait valoir jusqu'à présent, en montrant un Gide finalement peut-être plus généreux qu'il ne le voulait, qu'il ne l'était. Alors en même temps, je ne veux pas avoir l'air trop sévère, parce que toutes ces questions sont extrêmement délicates. Il faut, en particulier pour l'auditoire, il faut dire, par souci d'honnêteté, que si cet antisémitisme de Gide s'est maintenu pendant des années, comme on pourrait en donner d'autres exemples que ceux que j'ai donnés tout à l'heure, il n'empêche que c'est le même homme qui, en même temps, au moment de la guerre, a aidé en particulier Jacques Chiffrin, le fondateur de la bibliothèque de la Pléiade, à partir pour les États-Unis, et c'est Gide qui a payé le billet de bateau, etc. Donc, les choses ne sont jamais totalement tournées d'un côté ou tournées de l'autre. Hein. Je crois que donc il faut ici se garder, enfin je voudrais personnellement me garder, mais d'avoir l'air d'accabler Gide. Simplement, on a fait de lui de façon si longue et si excessive un Dreyfusard de la première heure qu'il me semble que maintenant il faut remettre les choses véritablement en place et essayer de dire la vérité telle qu'elle apparaît, en particulier à travers les correspondances récentes. Une autre question à Michel Jarty. Alors, de néophyte total, est-ce qu'il existait des jalousies entre tous ces écrivains? Et est-ce que, si ces jalousies écrivaient, elles ont pu jouer? Non. Alors, il faut voir, il y a deux couples, si j'ose cette expression. Il y a d'un côté Valérie et Louis, qui sont très amis, hein, puisque Gide et Louis sont à ce moment-là brouillés. Il y a d'un côté Valérie et Louis, de l'autre Valérie et Gide. Ni dans un cas, ni dans l'autre, je ne crois, il n'y a de jalousie. Simplement, ce qui est assez intéressant, c'est une espèce de déséquilibre. Parce que quand on regarde les lettres, comme je le disais tout à l'heure, Louis n'est pas du tout un penseur politique. Hein, donc, Valérie ne débat pas véritablement avec lui. Ils sont d'accord d'entrée de jeu, même si la position de Valérie est beaucoup plus subtile que la position un peu hystérique, comme je disais, de Pierre-Louis. Et du côté de Gide, il n'y a pas non plus de jalousie, mais il y a un déséquilibre. C'est que Gide, dès leur première rencontre, quand ils ont 20 ans, Gide est très impressionné par la personnalité intellectuelle de Valérie, qu'il trouve un peu écrasante.
Et on le voit dans leurs lettres, si vous voulez. Gide rend les armes très rapidement et il lui dit 1 heure de conversation avec toi aurait suffi à me faire changer d'avis. Donc il y a là un déséquilibre total entre les deux, mais pas de véritable jalousie d'écrivain. C'est encore plus compliqué, si vous voulez, parce que autant Gide s'intéresse à ce que Valérie écrit, autant Valérie ne s'intéresse pas beaucoup finalement à ce que Gide peut écrire. Donc là encore, il y a une sorte de déséquilibre. Oui, il faut un micro. Comme ça. Je voudrais vous demander une question. C'est tellement de choses sur André Gide. C'est trop fort. Et puis, je voudrais vous demander la question suivante. On sait tellement de choses sur lui et je n'ai pas compris très bien de votre discours. Est-ce que André Gide était antisémite? Oui, je croyais. C'était pas clair. Je croyais avoir été clair, oui. Oui, j'ai cité en particulier cette phrase, ce sont des phrases qui sont bien connues de 1914, où il dit que, à propos de Léon Blum, il y a deux pages assez longues, où il dit que les valeurs juives ne sont pas les valeurs françaises, culturellement. Merci. Et il y a d'autres témoignages. Alors, ce qui me paraît intéressant, c'est que cet antisémitisme de Gide, qui est tout à fait réel, d'une certaine façon, personne ne s'en est véritablement offusqué. Enfin, c'est quelque chose sur quoi on fermait les yeux. Alors, c'est très intéressant culturellement. Pourquoi on fermait les yeux? Parce que Gide a été un compagnon de route du Parti communiste, parce que Gide a été un homme de gauche, parce que c'est l'auteur du Voyage au Congo, etc. C'est l'homme d'un certain nombre d'engagements extrêmement généreux. Et du coup, on a fermé les yeux sur ce qui ne concordait pas, en quelque sorte, avec ce portrait. Et je crois que donc maintenant, il faut essayer d'offrir un portrait de Gide qui soit beaucoup plus équilibré. Son engagement anticolonialiste est tout à fait réel, ses positions d'homme de gauche à une certaine époque sont tout à fait réelles, tout cela n'est pas contestable, mais en même temps, il y a eu un antisémitisme réel sur lequel il n'y a pas de raison de fermer les yeux. Merci. Je voulais féliciter, peut-être, si m'est permis, professeur Pages pour c'était très émotionnant de voir cette correspondance. Et je crois que peut-être on n'a pas parlé assez du fait que, en plus de tout, qu'il était un écrivain extraordinaire, Émile Zola était un homme très courageux. Je crois que s'il avait vécu en Israël, probablement il serait à Ramatkal. Finalement, peut-être il y a d'autres questions. Finalement, je voudrais vous dire quelque chose pour les futurs Dreyfusards qui seront en France. La moitié d'Israël n'est pas peuplée. Les futurs Dreyfusards ne doivent pas aller en Angleterre, ils peuvent venir en Israël. Michel, si ça va comme ça? Si tu permets, une petite remarque. Je pense que ça vaut la peine d'insister un tout petit peu. Comme ça. Voilà. D'insister un tout petit peu sur le fait que Valérie n'adhérait pas tout à fait à ses opinions. Et en tout cas, pas pour très longtemps. Finalement, comme tu l'as bien marqué, il ne s'est jamais agi tellement de Dreyfus comme juif, mais de Dreyfus comme une personne qui met en cause la solidité et la viabilité de l'État. Bon, mais même cela, j'ai eu une fois une conversation extrêmement intéressante avec François Valéry, qui était le dernier des enfants de Valéry. Il avait à peu près 80 ans, donc ça doit remonter à il y a une dizaine d'années. Il était né en 16, ou une vingtaine d'années. Il m'avait dit une chose. Tout d'abord, il s'entendait mal avec son père.
il s'était très mal entendu avec son père pendant sa jeunesse. Et vers 1936, ça je m'en souviens bien, donc lorsque François avait 20 ans, il a dit à son père, par exemple, ça a été ignoble, ton attitude anti-dreyfusarde, et comment as-tu pu te mettre avec tous ces gens-là? Et Valéry lui aurait dit, écoute, on ne peut pas en discuter maintenant, mais une chose, je veux bien te faire entendre. D'ici, on ne peut pas le comprendre. Moi-même, j'ai du mal à le comprendre. D'ici, de 1936. Mais à l'époque, je t'assure que ce n'était pas si mal vu. Voilà. Oui, alors, je voudrais... Comment ? Oui, je voudrais profiter de ta question, Silvio, merci, enfin de ta remarque qui est tout à fait juste pour dire un mot de ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, que j'ai supprimé, c'est que Valéry est particulièrement sensible à la situation internationale, puisqu'il fait paraître un petit texte en Angleterre en 1897 qui s'appelle La conquête allemande, qui est un texte où il analyse la manière dont l'Allemagne conquiert les marchés du point de vue économique et dont elle se constitue puissance militaire. Il s'intéresse aux affrontements qu'il peut y avoir entre les jeunes nations et les vieilles nations. Il y a eu une victoire du Japon contre la Chine. Il y a le fait qu'il y a affrontement entre les jeunes États-Unis et l'Espagne au sujet de Cuba dans ces années-là. Enfin, il y a toute une géopolitique qui fait qu'il y a l'affaire de Fashoda, qui est très importante, à l'automne 1898, où les Anglais et les Français s'affrontent pour des questions territoriales et où les Français sont obligés de battre en retraite de façon assez pitoyable. Et je crois que tous ces éléments ont été, pour lui, beaucoup plus que pour d'autres écrivains ou d'autres personnalités qui se sont engagées à ce moment-là, ces questions internationales ont été véritablement déterminantes. Et d'une certaine façon, sa position, c'est une position qui est fondée sur la raison d'État, finalement. Et il y a visiblement le sacrifice d'un homme qui est le capitaine Dreyfus, dont il considère, je le répète, très probablement qu'il est innocent, dont il ne prend pas du tout en compte la judéité, mais il pense que, mieux vaut sacrifier une personne, finalement, plutôt que d'affaiblir la nation. Volontaire ou involontaire de tous les intellectuels et écrivains qui ont fait de Gide l'écrivain phare du XXe siècle. C'est pas difficile de répondre à votre question. Ce qui est vrai néanmoins, c'est que il y a tout de même beaucoup d'intellectuels juifs pour lesquels Gide est resté un modèle. Je pense en particulier à un écrivain comme Jean Daniel, le directeur du Nouvel Observateur. Je pense à Jacques Derrida, qui a témoigné au cours de sa carrière une certaine admiration pour Gide et pour l'engagement de Gide. Voilà. Et il n'empêche que ces gens-là, que je sache, n'ont jamais évoqué l'antisémitisme de Gide. Et donc, il y a là quelque chose, si vous voulez, dont je n'ai pas non plus la clé. Nous avons ici plusieurs questions. Alors, Pierre Auriol, si je puis me permettre, ce ne sera pas une question, ce serait plutôt une proposition. J'ai le sentiment sur l'engagement de Gide que c'est vraiment quelque chose qui tient à la question des réseaux, des sociabilités et des amitiés. Et quand on regarde en fait précisément sa correspondance, il ne tient pas du tout le même discours suivant qu'il écrive à Rosenberg, à Rouard, à Valéry, etc. Et il y a quelque chose qui est très intéressant dans la correspondance dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est quand il écrit à Drouin le 16 janvier, en expliquant pourquoi il n'a pas signé la protestation de décembre, qui n'est pas la même. Ce n'est pas le manifeste des intellectuels, c'est en fait l'adresse à Zola. Il lui dit effectivement, protestant, le juif me fait peur. Et la veille, en fait, il écrit à Blum, qui est juif, Drouin n'est pas juif, et il lui dit pas du tout la même chose. Et c'est ça que je trouve tout à fait intéressant. Ce qu'il lui dit, effectivement, déjà, il fait semblant de croire que ce n'est pas une adresse à Zola, mais une lettre de soutien à Scheurer-Kestner, et il explique à ce moment-là, protestant, je ne voulais pas donner l'impression de signer pour un protestant.
Donc la question identitaire, à mon avis, se règle aussi avec cette phrase. Je pense qu'il a simplement envie de signer, mais qu'il a énormément de mal à l'assumer quand il est effectivement avec les amis, suivant les amis avec lesquels il est, qui est quelque chose qu'on voit assez souvent dans les signatures. Oui, oui, non, c'est tout à fait intéressant. D'ailleurs, la remarque que vous faites pour Gide peut être faite pour d'autres. Hein. Il est intéressant de voir, par exemple, que Valéry, quand il écrit à Louis, prend un ton qui est, je dirais, vaguement teinté d'antisémitisme, hein, parfois, dans certaines formulations qui ne sont pas très élégantes à nos yeux. Hein. Donc, il est certain qu'il y a eu une manière de s'adresser différente selon les destinataires, ça je suis tout à fait d'accord. Et il y a aussi un point sur lequel je crois qu'il faut insister, c'est que il y a eu des brouilles, on l'a dit, hein, pendant cette journée, il y a eu des brouilles qui ont été des brouilles définitives, des ruptures entre des amitiés ont été brisées, hein, vous le disiez tout à l'heure. Et donc je pense qu'ils avaient tous un peu le sentiment aussi qu'il fallait savoir se ménager l'un l'autre et mettre parfois un peu une sourdine à ses positions pour ne pas heurter la personne à qui on s'adressait. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va passer à la pause café de un quart d'heure. Merci beaucoup.